Alors donc, cette table ronde sur les états d'urgence est très importante. Vous connaissez déjà beaucoup ces états d'exception. Vous savez que la France, l'État français, aime beaucoup les régimes ou états d'exception. Alors vous avez bien sûr l'article 16 de la Constitution qui donne au président de la République des pouvoirs exceptionnels lorsque certaines circonstances sont réunies et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu. Vous avez l'état de siège, article 36 de la Constitution, complété par des dispositions du Code de la Défense. Alors nous ne parlerons pas de ces deux états d'exception ou régime d'exception, mais il faut savoir donc qu'il y a ces dispositions. Vous avez l'état d'urgence sécuritaire de la loi du 3 avril 1955, qui donc est sur l'état d'urgence sécuritaire, mais qui est le faux-né de l'état d'urgence de l'état de siège. Alors cet état d'urgence sécuritaire a été mis en œuvre quand même pendant 2 ans, hein, vous le savez, 2015 à 2017. Alors c'est tout de même pas rien pour un état d'urgence, un état d'exception. Vous avez aussi l'état d'urgence sanitaire, qui était un état d'urgence sécuritaire aussi. Alors c'est pas les mêmes textes, ce sont pas les mêmes textes, c'est la loi du 23 mars 2020 qui avait été incluse dans le Code de la santé publique, et puis donc ces dispositions ont été abrogées. Et puis il faut tenir compte aussi de la théorie des circonstances exceptionnelles de la jurisprudence administrative, qui permet au juge administratif de valider a posteriori des décisions de l'administration pendant cette période exceptionnelle. Et tout ça, ça se cumule. On peut avoir l'état d'urgence avec cette théorie des circonstances exceptionnelles. Alors l'état d'urgence, parce que c'est ce qu'on va traiter, on ne parlera pas de l'état de siège a priori, pas de l'article 16. Donc l'état d'urgence a été quand même décrété 7 fois sous la Ve République. État d'urgence sécuritaire, état d'urgence sanitaire, donc 7 fois. Et ces états d'exception accordent aux autorités publiques, en l'occurrence donc au pouvoir exécutif, des pouvoirs exceptionnels le temps de la crise, ces pouvoirs qui dérogent au droit commun, c'est-à-dire l'administration, parce que c'est l'exécutif qui a la part du lion, va pouvoir prendre des mesures qui ne seraient pas considérées comme légales en temps normal. La concentration des pouvoirs au profit de l'exécutif a pour effet corrélatif finalement de dessaisir le Parlement. Le Parlement est réduit à la portion congrue. Et donc, on se rend compte aussi que les contrôles juridictionnels, soit ils n'existent pas, soit ils sont défaillants. Et c'est le juge judiciaire qui est contourné, parce que ce sont des mesures administratives. Et le juge administratif, on aura l'occasion d'en parler, n'assure pas un véritable contrôle. On peut se rendre compte que, et même d'ailleurs le Conseil constitutionnel, pendant ces périodes d'exception, les contrôles n'ont pas été à la hauteur. On pourrait dire qu'il y en avait un qui était à la hauteur, mais qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, c'était le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a été vraiment en première ligne dans cette période d'état d'urgence de 2015 à 2017. Alors donc, que reste-t-il de l'état de droit? On va s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il reste de tout ça? On sort d'un droit libéral et démocratique pour entrer dans autre chose. Et donc, on parle beaucoup d'arriver au pouvoir de l'extrême droite bientôt, mais vous savez, les gouvernements successifs ont tout donné à ce futur gouvernement des mesures qu'ils n'auront même pas à prendre, parce que les lois sont là. Et on le verra, il y a eu transposition des mesures d'exception de l'état d'urgence dans le droit commun avec une loi de 2017 qui d'ailleurs était destinée à sortir la France de l'état d'urgence. Vous voyez, sortir la France de l'état d'urgence, en réalité, on a transposé mutatis mutandis, c'est pas exactement la même chose, la finalité n'est pas la même, c'est la lutte contre le terrorisme, mais enfin, on a des mesures qui se retrouvent. Et donc, c'est quelque chose donc, qui est à relever. Il y a aussi la situation très claire qu'on a constatée, c'est que ces régimes d'exception entraînent des discriminations. Des discriminations, donc, à la fois parce qu'on a des mesures donc, qui vont désigner un ennemi intérieur qu'il faut rejeter de la communauté nationale, selon cette conception,
avec ce que vous rappelez, le président de la République de l'époque qui parlait de déchéance de la nationalité. Et puis, s'il y a lieu, il doit même être éliminé, hein, toujours selon cette conception, avec les exécutions extrajudiciaires qui donc ont été reconnues par un président de la République qui s'est vanté, qui s'est glorifié d'en avoir décidé 4. Mais il y en a peut-être eu d'autres. Et puis il y en a peut-être eu d'autres présidents qui l'ont fait sans qu'on le sache. Hein, c'est peut-être encore fait maintenant, je ne sais pas. Bon, donc ces régimes ou états d'exception engendrent des discriminations, et on aura l'occasion de le voir. Ce sont des populations particulières qui sont visées, les musulmans, ou certaines populations de Nouvelle-Calédonie, ou encore les jeunes des quartiers populaires. Donc, ce sont ces deux pôles, vous voyez, état de droit, discrimination, que nous verrons. Alors, nous avons deux intervenants, Stéphanie Hennette-Vaucher, qui est professeure de droit public à l'Université Paris-Nanterre, qui interviendra donc en premier, et ensuite, nous aurons monsieur Younes Gedi, qui, lui, a subi une assignation en résidence pendant cette fameuse période 2015-2017. Voilà, et donc on aura l'occasion de traiter ces deux points. Et donc je laisse la parole tout de suite à Stéphanie Hennette-Vaucher, que nous remercions bien évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de cette introduction, merci de cette invitation et surtout merci de l'organisation de cette journée qui est qui porte évidemment sur un thème très important. Et donc, voilà, je vais essayer de revenir sur ces expériences répétées et durables de l'état d'urgence comme mode de gouvernement, comme mode de gouvernement banalisé dans la France depuis 10 ans, depuis 2015. Je vais essayer d'expliquer exactement comment ça a fonctionné, donner quelques pistes de ce qui nous en a coûté du point de vue du fonctionnement normal de l'exercice du pouvoir politique, et surtout essayer d'extraire d'un certain nombre d'études collectives auxquelles j'ai pris part, notamment dans le cadre du Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux à l'Université Paris-Nanterre, sur l'impact discriminatoire de ces expériences successives, donc état d'urgence antiterroriste de 2015 à 2017 et état d'urgence sanitaire de 2020 à 2022. Alors, c'est vraiment important de penser ensemble ces deux expériences récentes de l'état d'urgence, parce que, en gros, un premier point qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'entre 2015 et 2022, sur les 96 mois qui se sont écoulés, il y en a 53 qui ont été passés sous état d'urgence, c'est-à-dire que on a vécu sur cette période-là plus de la moitié du temps sous état d'urgence, 24 mois pour l'état d'urgence antiterroriste de 2015 à 2017 et presque 30 mois pour l'état d'urgence sanitaire. Et c'est vraiment pas quelque chose d'anodin, parce que un état d'urgence, comme ça a été dit, c'est un mode de gouvernement, c'est un régime d'exception, mais surtout la singularité de ces deux expériences de l'état d'urgence, à la différence d'autres qu'on avait connues par le passé, qui, sans avoir été anodines, étaient très différentes parce qu'elles avaient toutes duré beaucoup moins de temps. C'est-à-dire que là, à chaque fois, on a, disons, 2 ans d'état d'urgence. Or, 2 ans d'état d'urgence, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand l'état d'urgence se termine, que ce soit en 2017, l'état d'urgence antiterroriste, ou l'état d'urgence sanitaire en 2022, déjà, il n'y a pas de retour au statu quo ante. C'est-à-dire que l'état d'urgence, c'est pas une parenthèse qui se referme et qui permet que on revienne au point de départ. Donc, il n'y a pas de retour à l'état antérieur des choses, parce que pendant ces 2 années d'état d'urgence, à chaque fois, il y a 2 phénomènes qui se produisent. Un premier phénomène, c'est le phénomène de la normalisation du registre de l'exception comme mode de gouvernement. Et il y a un deuxième phénomène qui est la contamination, c'est-à-dire que les dispositifs d'urgence ne sont pas enserrés dans une sorte de capsule hermétique, et une fois qu'ils constituent le mode de gouvernement, il y a un phénomène en fait de contamination, c'est-à-dire que l'état d'urgence, la logique de l'exception, va venir infuser beaucoup d'autres
secteur que, disons, le secteur qui devrait être touché par les causes de déclenchement de l'état d'urgence. Donc il y a évidemment toute une série de brouillages des catégories. Et je voudrais revenir, je ne sais pas si vous en avez souvenir, mais disons que notamment entre 2015 et 2017, toutes les plus grandes autorités de l'État, le chef de l'État, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, même le président de la section du contentieux du Conseil d'État, n'ont eu de cesse de dire l'état d'urgence est compatible avec l'état de droit. L'état d'urgence est même nécessaire à l'état de droit. Un état de droit a besoin de dispositifs d'exception en période de crise. Et le fonctionnement de l'état de droit n'est pas suspendu pendant l'état de l'urgence. Vous voyez, le Conseil d'État se prononce, le Conseil constitutionnel se prononce, etc. Et ça, c'était un discours qui était très puissant, qui était d'affirmer cette coexistence possible, cette compatibilité entre l'état d'urgence et l'état de droit. Et en réalité, quand on regarde vraiment ce qui s'est produit, et j'essaierai de vous expliquer comment on a procédé, on se rend compte que c'est pas tellement que l'état de droit, que l'état d'urgence s'insère dans l'état de droit et s'y conforme. C'est pas tellement que l'état d'urgence se met à respecter les exigences de l'état de droit, c'est plutôt en fait que l'état de droit est transformé et un peu adapté à la logique du gouvernement par l'exception qui s'est affirmé ou ancré durablement en son sein. Alors, je vais donc dire 4 choses. Qu'est-ce que c'est que la normalisation? Qu'est-ce que c'est que la contamination? Qu'est-ce que c'est que ce brouillage des catégories de l'état de droit qui s'ensuit? Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact discriminatoire de ces expériences? Alors, la normalisation de l'état d'urgence, c'est vraiment un phénomène qu'on a vu de manière très très claire sous les 2 expériences de l'état d'urgence. C'est que d'une certaine manière, une fois qu'il est déclenché et une fois surtout qu'il est maintenu en vigueur pendant 2 ans, c'est très difficile d'en sortir. Il y a un coût politique qui est très élevé pour les autorités de mettre fin à l'état d'urgence. Et donc, il y a une forme d'habitude qui est prise. Alors, il a beaucoup été dit que la société s'était habituée au gouvernement par l'état d'urgence, mais je crois que c'est surtout le pouvoir politique qui s'habitue vraiment considérablement à avoir ces marges de manœuvre accrues. Alors, la normalisation de l'état d'urgence, on peut la voir procéder de différentes manières. Si on se remémore ce qui s'est produit avec l'état d'urgence sanitaire, par exemple. L'état d'urgence sanitaire, je suis professeur de droit, mais je vais essayer quand même on est samedi, je vais essayer de pas être trop technique, mais l'état d'urgence sanitaire, ça s'est traduit concrètement par à peu près une dizaine de lois. La première loi, qui est la loi du 23 mars 2020, qui crée le régime d'état d'urgence sanitaire. Puis après, jusqu'en 2022, il y a eu toute une série de lois. Je vais juste vous donner le titre de 3 ou 4 de ces lois qui ont constitué l'état d'urgence sanitaire. Une d'entre elles, en juillet 2020, s'appelle la loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire. D'accord? Donc c'est pas la loi qui met fin à l'état d'urgence, c'est la loi qui organise la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Donc déjà, on sait pas très bien si on est encore sous état d'urgence ou si on n'est plus sous état d'urgence ou si on a juste enclenché un processus de sortie, mais du coup, quand est-ce qu'il va véritablement être advenu? Bon. Une loi suivante, loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Je ne plaisante pas, ce sont les intitulés officiels des textes. Donc là, on n'est plus en train d'organiser la sortie, on est en train de gérer la sortie. Donc de la même manière, on ne sait pas si on est encore dedans, si on n'est plus tout à fait dedans. Et une troisième, par exemple, loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Alors là, on parle plus d'état d'urgence, on ne sait plus du tout si on y est ou pas. À cette époque-là, j'avais essayé d'expliquer ça par le recours à une image, c'est-à-dire que c'est un peu comme si l'état d'urgence qu'on avait jusque-là un peu pensé comme un interrupteur, c'est-à-dire voilà, on l'allume, on est sous état d'urgence, et puis à un moment donné, on met fin à l'état d'urgence, on réactive l'interrupteur. Là, on est passé un peu à un variateur de lumière, quoi. C'est-à-dire que il y avait des degrés plus ou moins intenses d'état d'urgence. Il y a des périodes où on était sous l'état d'urgence sanitaire plein et entier, c'est-à-dire
avec les pouvoirs maximum accordés à l'autorité exécutive. Et puis parfois, c'était un état d'urgence un peu allégé. Par exemple, on pouvait avoir le couvre-feu, mais plus le confinement généralisé de la population. Vous voyez, donc il y avait des degrés comme ça d'état d'urgence. Et en fait, cette expérience, elle est importante puisqu'elle a montré qu'il y avait en fait des états d'urgence un peu innommés, quoi. Quand on est dans une loi de vigilance sanitaire, il n'y a plus le terme état d'urgence dans le texte, mais la réalité des pouvoirs de police dont jouissait l'autorité administrative avait pleinement cette logique d'état d'urgence. Donc on voit bien cette difficulté d'en sortir et qui exprime cette normalisation de l'état d'urgence. On n'y arrive pas, on n'arrive pas à en sortir. Il s'était produit exactement la même chose à la fin de l'état d'urgence antiterroriste de 2015 à 2017, puisque comme l'a dit Patrick, cet état d'urgence, il a officiellement pris fin le 1er novembre 2017. Mais en fait, le 1er novembre 2017, c'est aussi la date de l'entrée en vigueur de la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Et la loi SILT, en fait, ce qu'elle a fait, bien sûr, elle vient prendre le relais de l'état d'urgence qui vient de prendre fin, mais elle prend le relais en faisant exister dans le droit commun, c'est-à-dire de manière pérenne, tout le temps, 4 des mesures phares de l'état d'urgence. Ces 4 mesures phares de l'état d'urgence, c'est les assignations à résidence, les perquisitions administratives, les mesures de fermeture administrative de lieux de culte et les zones de protection et de sécurité. Ça, c'est 4 mesures qui ont été abondamment utilisées entre 2015 et 2017, qui, jusqu'au 14 novembre 2015, n'existaient pas, sauf en période d'état d'urgence, et qui, depuis le 1er novembre 2017, existent dans le droit commun, y compris en dehors des périodes d'état d'urgence. Il y a simplement eu de petits jeux de mots, c'est les jeux de mots de la loi SILT, puisque les assignations à résidence ne s'appellent plus assignations à résidence, elles s'appellent MICAS, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Les perquisitions administratives ne s'appellent plus perquisitions administratives, elles s'appellent des visites. C'est plus sympathique, mais le régime juridique est peu ou prou le même, à l'exception d'un point technique d'autorisation du juge judiciaire qui vient évidemment améliorer les choses, mais c'est tout de même à la demande de l'autorité administrative que ces visites ont lieu. Les fermetures administratives de lieux de culte, elles n'ont pas changé de nom. Et les zones de protection et de sécurité sont devenues des périmètres de sécurité. Donc il y a eu un peu un jeu de mots, on change un peu les appellations. Pardon ? Périmètre de protection, c'est ça ? Périmètre de sécurité, je crois. C'est toujours sécurité. Ouais, je crois. Et donc il y a eu quelques jeux de mots, mais le régime juridique reste le même. Et surtout, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que désormais, c'est l'autorité exécutive dispose de ses prérogatives aujourd'hui en temps normal, en dehors de tout état d'urgence. Simplement, toutes ces mesures, telles qu'elles ont été écrites désormais dans le Code de la sécurité intérieure, ne peuvent être activées que aux fins de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est la seule différence significative entre l'état d'urgence et ces mesures normalisées dans le droit commun. La difficulté, bien sûr, c'est que depuis 2017, on sait que de manière répétée, ces mesures sont utilisées parfois, y compris lorsque le lien avec la lutte contre le terrorisme est ténu ou inexistant. Et ça a été, c'est pas seulement moi ou la Ligue ou que sais-je qui le dit, mais c'est parfois aussi des rapports parlementaires. Par exemple, il y avait eu un rapport parlementaire sur 18 mois ou 2 ans d'application de la loi SILT qui établissait très bien que, par exemple, en particulier autour de la gare Lille-Europe, il y avait une sorte de périmètre de sécurité à peu près permanent. Évidemment, quand on est dans quelque chose de tout à fait permanent, c'est difficile à justifier comme étant strictement lié à la lutte contre le terrorisme. Et ce rapport parlementaire établit très bien que, en réalité, ces mesures telles qu'elles existent aujourd'hui sont parfois utilisées, y compris au-delà ou en dehors de la question de la lutte contre le terrorisme. Alors ça, c'est deux illustrations, disons, de cette normalisation de l'état d'urgence, c'est-à-dire la manière dont ces régimes, après être restés en vigueur pendant très longtemps, voilà, c'est cette idée qu'il n'y a pas de retour au statu quo ante, ça laisse véritablement des traces. Il y a une deuxième manière dont ces états d'urgence laissent des traces, c'est que non seulement ils normalisent les pouvoirs
exceptionnelle de l'état d'urgence. Mais en plus, ces états d'urgence, ils ont un effet de contamination en fait dans l'ensemble de l'ordre juridique, parce que en fait, quand pendant 2 ans, l'autorité exécutive, le gouvernement et les autorités administratives ont la possibilité de recourir légalement à des pouvoirs exceptionnels, eh bien en fait, on voit que cette logique, la logique de ces mesures, elle infecte un peu l'ensemble de l'ordre juridique. Et une bonne illustration de ça, c'est le résultat d'une des toutes premières interventions du Conseil d'État au début de l'état d'urgence antiterroriste, qui est une intervention de décembre 2015. Le Conseil d'État avait à se prononcer, vous vous en souviendrez certainement, sur la légalité des assignations à résidence qui avaient frappé des militants écologistes qui avaient prévu toute une série d'actions dans le cadre de la COP 21 qui devait se tenir en décembre 2015, enfin qui s'est tenue en décembre 2015 à Paris. Et évidemment, ces militants écologistes donc ont fait l'objet d'une assignation à résidence sur le fondement de la loi d'état d'urgence et faisaient valoir devant le Conseil d'État que l'application qui leur était faite d'un état d'urgence antiterroriste, alors qu'eux sont des militants écologistes, était illégale. Et le Conseil d'État a fait 2 choses ce jour-là, dans une décision importante de décembre. D'abord, il a dit, bon, bien sûr, l'état d'urgence, c'est très important, c'est très sérieux, c'est une restriction très grande aux libertés, donc je vais exercer un contrôle intense, un contrôle maximal sur les mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence. Mais il a aussi dit qu'il était possible pour l'autorité administrative d'utiliser l'état d'urgence à des finalités autres que celles pour lesquelles il avait été déclenché. En d'autres termes, on peut utiliser les mesures de l'état d'urgence terroriste pour des finalités d'ordre public beaucoup plus vastes que la lutte contre le terrorisme et, en l'espèce, pour empêcher des mesures de contestation menées par des écologistes dans et autour de la COP 21. Et ça, c'est évidemment très important parce que ça montre bien qu'en réalité, l'état d'urgence, il va produire un effet d'habilitation, il va fournir un outil à l'autorité administrative et gouvernementale pour prendre toute une série de mesures sur une multiplicité de fronts de maintien de l'ordre public. Et c'est comme ça qu'on a vu, en fait, l'état d'urgence utilisé de manière massive pour interdire individuellement ou collectivement des manifestations dans le cadre des protestations contre la loi travail en 2016, pour discipliner le mouvement Nuit debout à la même époque, pour gérer le maintien de l'ordre public dans toute une série d'opérations de démantèlement de camps de migrants qui avaient lieu notamment dans le nord de la France également à cette époque. Et donc en fait, on a vu vraiment l'état d'urgence être utilisé sur tous ces fronts, c'est-à-dire être en fait une sorte de super outil ou d'outil renforcé de maintien de l'ordre public, y compris sur une pluralité de terrains qui n'avaient strictement aucun lien avec les motivations terroristes qui avaient justifié la mise en œuvre de l'état d'urgence en 2015. Et il s'est donc on voit bien que l'état d'urgence, d'une certaine manière, il contamine, il sort de son lit, c'est-à-dire qu'il est déclenché pour la lutte contre le terrorisme, par exemple pour l'état d'urgence 2015-2017, et on voit bien qu'il est utilisé à bien d'autres fins. Et le Premier ministre à l'époque, Manuel Valls, avait d'ailleurs clairement dit que l'état d'urgence était un outil bien commode pour interdire les manifestations, pour limiter la liberté de manifestation. Donc ça, c'est l'effet direct de l'état d'urgence qui sort de son lit, qui va être utilisé véritablement sur une pluralité de terrains. Il y a aussi des effets plus indirects, c'est-à-dire que quand on est gouverné par une logique de l'exception pendant 2 ans, en réalité, ça permet toute une série de déplacements de curseurs sur toute une série de terrains qui, là encore, n'ont pas de rapport direct avec les raisons pour lesquelles l'état d'urgence a été déclenché. Et il suffit de faire un travail un peu fastidieux, mais assez utile, de se remémorer ce qui s'est passé en termes d'évolution juridique, de textes de loi ou de décrets passés entre 2015 et 2017 ou entre 2020 et 2022. Et ce qu'on constate, c'est que pendant cette période-là, en fait, il y a véritablement
un emballement de législation ou de réformes juridiques sécuritaires en tous sens. Il y a eu bien sûr la loi SILT, on en a parlé, qui normalise l'état d'urgence, mais il y a eu en 2019 la loi anti-casseurs, il y a eu une nouvelle loi antiterroriste, la loi PATRE, en juillet, et puis à nouveau, en juillet 2021, il y a eu la loi sécurité globale en 2021. Et ça, je parle que des lois. Il y a eu de la même manière entre 2020-2022, il y a eu la loi séparatisme, il y a eu la réforme qui permet de dresser des contraventions pour la participation à des manifestations interdites. Il y a eu les décrets de décembre 2020 sur le fichage des opinions politiques de manifestants. Enfin, il y a eu vraiment toute une série de textes sur lesquels, en fait, on s'est rendu compte qu'il était vraiment extrêmement difficile d'argumenter sur la protection des libertés parce que on est dans cette logique d'une période exceptionnelle, d'une nécessité de déployer des instruments exceptionnels sur tous ces terrains. Donc normalisation, on n'arrive pas à lever les états d'urgence. Contamination, on voit bien que la logique de l'urgence, elle déborde complètement les finalités pour lesquelles elle est initialement déclarée. Ça a produit évidemment beaucoup de brouillage des catégories fondamentales dans lesquelles on pense l'ordre politique. Alors évidemment, on est très sensible au fait que la question, enfin, c'est probablement pas un hasard que l'état de droit soit aussi malmené après ces expériences où en réalité, au-delà de tout ce que je viens de dire jusqu'à présent, on a aussi vu pendant l'état d'urgence une forme de neutralisation ou de délégitimation des contre-pouvoirs. Il y a même eu des interventions assez stupéfiantes du président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme ou du défenseur des droits qui interpellait le pouvoir politique en disant mais nous ne cessons de prendre des avis, de prendre des décisions et en fait elles sont complètement ignorées, c'est-à-dire une sorte de licence donnée aux autorités politiques de faire comme si les interventions de celles-là même des institutions dont la mission est d'alerter sur la mission institutionnelle et d'alerter sur les excès en matière de restriction aux libertés sont complètement traités pour nuls et non avenus. Nul et non avenu étant d'ailleurs une parole prononcée par le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale à propos d'une intervention du défenseur des droits, qui est tout de même l'autorité que la Constitution charge de la protection des droits fondamentaux. Donc on a une neutralisation des contre-pouvoirs, on a évidemment une hyper-présidentialisation. Alors la présidentialisation, c'est pas une nouveauté dans le régime de la Ve République, mais malgré tout, on a bien vu, vous vous rappelez par exemple, pendant l'état d'urgence sanitaire, ce qui s'est produit autour du Conseil de défense sanitaire, cette institution qui est devenue absolument essentielle. Et on a eu de manière répétée la séquence décision en Conseil de défense sanitaire, ensuite présentée en Conseil des ministres, alors que le Conseil de défense sanitaire, comme vous vous en souvenez, c'est un conseil qui est secret, donc on ne sait pas qui y prend part, il n'y a pas de relevé de décision. Donc le Conseil des ministres apparaît ici un peu comme un vassal d'une instance, pour le coup, pas du tout transparente. Ensuite, le cas échéant, une intervention télévisée du chef de l'État, et ensuite seulement la mobilisation du Parlement, soit pour information, soit de temps en temps, parce que malgré tout, telle ou telle mesure nécessitait que le Parlement suive législativement. Et ça va avec évidemment une minoration du Parlement, c'est-à-dire que tous ces textes sont toujours votés dans une précipitation infinie. Qui dit précipitation infinie dit non seulement dégradation du travail parlementaire et une manière de rendre plus difficile le fait pour le Parlement, si l'on avait eu le souhait de fonctionner lui aussi comme un contre-pouvoir, tout simplement parce que les délais sont considérablement contraints, mais ça veut aussi dire qu'on demande aux parlementaires de renoncer à certaines de leurs prérogatives, parmi lesquelles, par exemple, le fait de saisir le Conseil constitutionnel. Là encore, le Premier ministre Manuel Valls, en 2015, avait exhorté les parlementaires, sa phrase était « pas de juridisme », à ne pas saisir le Conseil constitutionnel des lois de prorogation de l'état d'urgence, parce que c'est la logique de l'exception, c'est ça qui doit véritablement primer, et d'une certaine manière, la constitutionnalité des dispositions adoptées passe un peu ici au second plan.
Et puis, on a vu aussi, en bout de chaîne, hein, sur la liste qu'on pourrait encore allonger, hein, des coups de butoir que tout ça produit sur l'état de droit, on a vu en fait une dégradation de la qualité du contrôle juridictionnel. Une dégradation de la qualité du contrôle juridictionnel. Alors, il se trouve qu'avec mes collègues du CREDOF, pendant l'état d'urgence sécuritaire, nous, on a analysé 775 décisions, les 775 décisions rendues par les juridictions administratives entre novembre 2015 et janvier 2017, c'est-à-dire presque l'intégralité des décisions de justice qui ont été le résultat lorsque des assignations à résidence ou des perquisitions étaient contestées. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en décembre 2015, le Conseil d'État avait dit « je ferai un contrôle maximum » parce que, évidemment, c'est trop grave, hein, un état d'exception, c'est des menaces importantes sur les libertés. Et nous, en fait, quand on regarde 775 décisions de justice, le contrôle de proportionnalité, on le voit pas souvent. On le voit pas souvent. Nous, ce qu'on a vu, c'est un contrôle juridictionnel, bien sûr, qui existe. Hein. Il y a eu 775 décisions de justice, donc la justice fonctionne. Mais on a vu un contrôle qui est bien inférieur à un standard d'exigence juridictionnelle qui est bien inférieur, qui parfois bute en fait sur les faits. C'est-à-dire quand vous avez, vous savez qu'il y a énormément de choses très problématiques qui se sont passées pendant l'état d'urgence, la manière dont par exemple la plupart des mesures assignation à résidence, perquisition, etc., étaient justifiées par des notes blanches qui sont ces documents non signés, non datés, apportés par les services de renseignement qui disent par exemple telle personne est placée sous assignation à résidence parce que elle a participé à un pique-nique organisé par telle association à laquelle avait participé également telle personne qui est en prison pour des raisons en lien avec le terrorisme. Et ça pose évidemment énormément de problèmes. D'abord parce que pour contester ça, il faut apporter la preuve d'un fait négatif, ce qui est évidemment assez complexe. Hein. Prouver qu'on n'était pas quelque part, c'est en fait quelque chose de très compliqué. Mon collègue Nicolas Closser a fait un très beau papier dans la revue Délibéré du SM sur l'exigence de preuve diabolique, hein, qui est générée par cette manière qu'a l'autorité administrative de prendre appui massivement, comme ça a été le cas pendant l'état d'urgence, sur les notes blanches. Mais il y a aussi, de manière plus générale, en fait, le travail fait par le juge lui-même. Et en fait, cette étude qu'on a faite sur le contentieux administratif était vraiment assez intéressant. Pas dans un sens réjouissant, parce que on voit des standards dégradés de contrôle. En fait, on voit pas vraiment un contrôle de proportionnalité sérieux qui prend au sérieux les droits et libertés des personnes concernées par les mesures prises sur le fondement de l'état d'urgence. Et ça, nous, on a fait ce travail, on l'a écrit, on l'a publié. On n'a pas réjoui d'ailleurs au Conseil d'État en 2018-2019. Il se trouve que quelques années plus tard, en 2021, le Conseil d'État a organisé un cycle de conférences sur les états d'urgence et a publié donc un rapport. Il y a un rapport du Conseil d'État sur état d'urgence et démocratie. Et qu'est-ce qu'on lit à la page 131 de ce rapport ? On lit exactement la même chose que ce que nous-mêmes on avait trouvé en tant que chercheurs extérieurs au Conseil d'État, puisque dans ce rapport du Conseil d'État, vous lisez que pendant l'état d'urgence, il y a un nouvel étalonnage, je cite, de la balance entre protection de l'ordre public et garantie des droits et libertés, parce que, nous explique au Conseil d'État, je cite encore, les objectifs poursuivis par l'état d'urgence pèsent plus lourd. Et donc, on voit bien que, en réalité, pendant l'état d'urgence, il y a aussi un impact sur la capacité des juges à faire véritablement un travail sérieux de protection des droits et libertés au moyen d'un contrôle de proportionnalité ou d'autres techniques de contrôle qui sont les leurs, à cause de ce réétalonnage. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très important. Donc on voit bien qu'il y a eu de multiples brouillages, de multiples coups de butoir contre certaines des composantes de l'état de droit. Alors j'en viens à mon dernier point, mon quatrième point, sur l'impact discriminatoire de l'état d'urgence, qui est évidemment une question majeure. Cette étude du CREDOF à laquelle je faisais référence, qu'on a menée donc sur les 775 décisions rendues par les juridictions administratives sur le fondement de l'état d'urgence antiterroriste entre 2015 et 2017, une des principales conclusions de ce point de vue qu'on en tire, c'est qu'en effet, il y a eu un impact largement discriminatoire de l'état d'urgence, puisqu'il a visé des groupes très spécifiques, présentant des caractéristiques qui correspondent
à des critères qui sont généralement considérés comme des critères prohibés, car discriminatoires. Alors le premier de ces critères, c'est la religion, puisque la notion, enfin l'islam radical, la religion sont vraiment présents dans la plupart des décisions et des décisions de justice relatives à l'état d'urgence sanitaire, sécuritaire. À vrai dire, dès janvier 2016, vous vous en souvenez sûrement, Amnesty avait publié un rapport important qui s'appelait « Des vies bouleversées, l'impact disproportionné de l'état d'urgence en France », dans lequel, très tôt, donc quelques mois après l'entrée en vigueur de l'état d'urgence, on lisait, par exemple, je cite, « Dans certains cas, ces mesures ont été appliquées de façon discriminatoire. Certains musulmans ont été ciblés, principalement du fait de leurs pratiques religieuses. » Nous, en effet, 2 ans plus tard, sur l'exhaustivité du contentieux administratif, on confirme complètement cette analyse importante qu'Amnesty avait fait dès le début, puisque en gros, il y a 2 profils principaux qui sont visés par l'état d'urgence antiterroriste tel qu'on arrive à le lire à travers le contentieux. C'est, de manière générale, les personnes associées à l'islam radical, et ça c'est le profil vraiment dominant, et puis c'est les militants contestataires, qui est un deuxième profil important. Alors sur le profil islam radical, pour vous donner un ordre de proportion, il est présent dans 50% de nos décisions. Donc c'est quand même considérable. Ça veut dire qu'on a tout un pan du droit, tout un corpus juridique en France qui a fonctionné à la désignation de groupes de personnes à raison de leur appartenance religieuse réelle ou supposée. Bon, je peux vous donner des chiffres, c'est pas extrêmement intéressant, mais voilà, on a presque 500 décisions où il est vraiment question d'islam radical, de religion. Donc ça, c'est quelque chose d'important. C'est par ailleurs essentiellement des hommes qui sont concernés, qui sont saisis soit à raison de leur fréquentation d'un certain nombre de lieux, alors beaucoup de mosquées ou de lieux de culte, salles de prière et autres, mais aussi des restaurants, des lieux communautaires de regroupement, qui peuvent aussi être saisis non pas à raison de leur fréquentation de lieux, mais à raison de leur fréquentation de certaines personnes. Et ce qui a été très frappant dans l'étude de ce corpus contentieux, ça a été de voir comment l'état d'urgence fonctionne vraiment par association et recoupement, c'est-à-dire que telle personne va faire l'objet d'une mesure prise sur le fondement de l'état d'urgence parce qu'elle connaît telle autre personne qui elle-même a fait l'objet d'une mesure prise sur le fondement de l'état d'urgence, ce qu'on a appelé un peu un effet de fonctionnement en rhizome de cette logique de l'état d'urgence, qui évidemment pose problème parce que qui est susceptible de mener à des abus, à des associations hâtives, a fortiori lorsque tout ça repose, comme je le disais tout à l'heure, sur une logique de renseignement qui est incontrôlable en fait par le biais de ces fameuses notes blanches. Donc ça, c'est notre premier profil, le profil islam radical. Et puis il y avait un deuxième profil, alors qui est bien moindre, qui concerne 70-80 décisions, mais qui est quand même une part significative de personnes visées par l'état d'urgence sécuritaire. C'est les militants. Qu'est-ce qu'on appelle nous les militants? C'est ceux dont les mesures administratives ou les juges parlent en évoquant leur, je cite, appartenance à la mouvance contestataire radicale, c'est-à-dire des personnes qui ont participé, je cite encore, à des rassemblements de soutien à des militants anarcho-autonomes ou, je cite encore, à des manifestations de soutien de militants d'extrême gauche placés en garde à vue. Donc ça, c'est le type de profil qui ressort aussi de manière importante de notre corpus. Donc là, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas évidemment d'une discrimination, d'un impact discriminatoire à raison de la religion, mais à raison en fait des opinions, de la manifestation des opinions. Et c'est là qu'on voit, il y a eu vraiment une utilisation massive de l'état d'urgence, ce qui ressort de notre étude vis-à-vis de militants à ou autour de Notre-Dame-des-Landes, à ou autour des manifestations contre la loi travail, en particulier à Paris, Nantes et Rennes, et puis autour du mouvement Nuit debout. Alors ça, c'est très important parce que c'est peut-être moins important en chiffres que l'islam radical, mais c'est très important parce que ça a installé une grammaire de l'association, du militantisme, de la mouvance contestataire radicale comme un trouble à l'ordre public suffisamment important pour d'emblée légitimer le recours à des mesures extrêmement lourdes, quoi. On y va avec l'état d'urgence.
Et ce qu'on voit aujourd'hui, pour d'autres thèmes sur lesquels on échange fréquemment, dans tout ce qui se joue autour de la dégradation des libertés associatives, tout ce qui se joue autour de la manière dont des formes de contestation, de dissensus deviennent moins tolérées et justifient immédiatement de la sanction par le bazooka de la dissolution administrative ou par l'outil plus subreptice des contrôles permis par le contrat d'engagement républicain et ses invocations informelles, retrait de subventions, éviction de certaines instances, etc. En fait, c'est, me semble-t-il, il y a un lien direct en fait avec ce qui s'est joué justement en termes de dégradation du respect de la centralité des libertés sous l'état d'urgence et ce qu'on voit aujourd'hui sur ce type de terrain qui est un peu distinct, mais à mon avis qu'il est important de lier. Et par ailleurs, toujours dans cette idée de continuité en fait entre des choses qu'on voit aujourd'hui et des choses qui se sont jouées, qui ont été rendues permises par ces deux expériences de l'état d'urgence, je voudrais dire un mot des MICAS justement, donc les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, c'est-à-dire le nouveau nom des assignations à résidence, qui ne sont plus des assignations à résidence état d'urgence, qui sont des MICAS droit commun. Puisqu'on a mené avec Nicolas Closser et Vincent Louis à Nanterre une nouvelle étude sur les MICAS prises sur le fondement de la loi SILT entre 2017 et 2024. On s'est arrêté avant les Jeux Olympiques parce qu'il y a une autre problématique MICAS Jeux Olympiques. Mais on est allé jusqu'à... Enfin, eux, ils poursuivent l'étude sur les MICAS Jeux Olympiques, mais je peux pas en parler parce que je suis sortie du groupe, parce que j'en ai marre des MICAS. Mais j'ai fait avec eux les MICAS 2017-2024. Et là, donc il y en a à peu près 120 à 150 par an. Nous, on a analysé 240 décisions de justice de MICAS contestées. Donc, il y en a beaucoup qui ne sont pas contestées. Nous, on peut travailler que sur ce qui est contesté en justice. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, par rapport aux assignations à résidence de l'état d'urgence, c'est quand même intéressant d'avoir la comparaison. On voit la disparition du profil des militants. Il n'y a plus les militants. Ils ne font pas l'objet de MICAS. Alors, une explication, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, les MICAS, elles sont possibles dans la loi SILT seulement aux fins de la lutte contre le terrorisme. Or, malgré tout, il n'y a effectivement pas de correspondance entre le fait d'être un militant, même contestataire, et le terrorisme. Donc, on peut avoir un effet de la loi. On peut avoir un autre effet qui est qu'en fait, il y a eu un déplacement des outils de gestion, discipline, contrôle du militantisme, avec justement tout ce que je disais tout à l'heure sur la dissolution, les diverses entraves aux libertés associatives sur lesquelles je sais que vous êtes nombreux à travailler par ailleurs. Donc, qu'est-ce qui reste si on n'a plus les militants? Il reste les personnes saisies à raison de leur lien avec l'islam radical, puisque 93% de notre corpus MICAS, c'est ça. Donc, il faut quand même avoir conscience que nous avons aujourd'hui, à l'article je sais plus combien, 228.1 du Code de la sécurité intérieure, qui est le fondement législatif des MICAS, un instrument qui, concrètement, est utilisé de manière exclusive, ou quasi exclusive, à l'encontre de personnes à raison de leur appartenance réelle ou supposée avec l'islam et une version, c'est toujours l'islam radical qui ressort. Je dis exclusif ou... Et toujours avec, alors effectivement, l'autre élément de constante par rapport aux assignations à résidence de l'état d'urgence, c'est que ces mesures administratives, ce qui est tout à fait inhabituel, sont des corpus de décisions administratives qui reposent massivement sur les notes blanches. Donc c'est vraiment une logique de renseignement qui est ici, déployée contre une population. Et quand je dis exclusif ou quasi exclusif, c'est juste la rigueur ici qui parle, on pourrait dire exclusif, mais c'est juste parce que voilà, dans notre corpus, on a sur les 144 personnes concernées, il y a plus de mesures parce qu'il y a des gens qui font l'objet de plusieurs MICAS successives, mais sur les 144 personnes concernées, on est sûr dans 135 dossiers qu'il y a une invocation de l'islam. Il y en a 9, on pense, mais on n'a pas dans le dossier la certitude. Donc voilà. Je dis quasi exclusif. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais je dirais juste une dernière chose.
Voilà, en gros, quelques éléments quand même sur l'impact discriminatoire qui est, me semble-t-il, quand même massif, important, et dont je voulais montrer à la fois qu'il a existé pendant l'état d'urgence, mais aussi que la normalisation de l'état d'urgence a aussi normalisé la possibilité d'avoir des outils juridiques qui sont utilisés vraiment de manière spécifique contre certains groupes de personnes. La dernière chose que je voulais dire, c'est que un autre impact discriminatoire important sur lequel il faudrait travailler. Moi, je ne l'ai pas fait, je ne connais pas, peut-être qu'il en existe, mais je ne connais pas vraiment d'études universitaires encore sur cette question. C'est plutôt pendant l'état d'urgence sanitaire, la manière dont on a assisté à des surverbalisations, des pratiques de surverbalisation dans certains quartiers, dans certains départements, dans certains territoires, donc qui est non seulement une surverbalisation géographique, mais au sein même des départements et des territoires où il y a eu ces pratiques de surverbalisation par rapport à la moyenne nationale, on voit qu'il y a eu des formes d'acharnement sur certaines familles. De sorte qu'il y a un certain nombre de familles où on est sorti de l'état d'urgence sanitaire avec des dizaines de milliers d'euros de dettes, parce que chaque verbalisation, c'est 135 €, etc. Et donc là aussi, il y a vraiment un énorme enjeu. Patrick évoquait cette problématique des quartiers populaires qui avaient subi un impact disproportionné de l'état d'urgence sanitaire. Voilà, j'aurais aimé en parler, mais moi, pour le coup, j'ai pas les données et je sais pas parler de choses sur lesquelles j'ai pas de données. Donc, je m'arrête là. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, nous passons au deuxième moment de cet après-midi, cette première... Oui. Oui, vas-y. Je vais faire un petit ajout de pénaliste, justement, parce que dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, je signale qu'une des mesures pour l'état de droit vraiment importante, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'arrestation et de détention arbitraire, on est bien d'accord, et qu'il y ait absolument besoin d'un juge. Eh bien, état d'urgence sanitaire, on nous a dit, pas besoin de juge pour les prolongations des détentions provisoires. Ouais. Bon, alors bien sûr, au final, la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont dit c'est pas possible, mais tardivement. Oui. Et donc il y a des juges qui ont résisté, mais ça a été compliqué. Enfin, je le signale parce que c'est vraiment une mesure, mais incroyablement forte sur ce que représente la prise de la Bastille, par exemple. C'était quand même ça, l'idée de pas d'arrestation, de détention arbitraire. On en est arrivé là. Et sachant en plus que pour les MICAS, tu violes même un simple retard. Tu violes donc ta mesure, un retard de pointage au commissariat, tu violes ta mesure, ça devient du répressif, ça devient un délit, tu as un casier et après... Pénal. Et après, tu as du casier, puis et c'est l'enchaînement. Et ça, il faudrait croiser. Alors, sur les multiverbalisations, je signale que j'ai rédigé d'ailleurs pour la Ligue une saisine de la Défenseure des droits qui, du coup, a saisi les chercheuses que j'indiquais dans la saisine, Magda Boutros et Aline Deyer, qui viennent de sortir un rapport sur les multiverbalisations à Paris, dans certains quartiers, et elles sont en train de poursuivre leur travail, mais qui montrent bien ça, parce que c'est très compliqué à démontrer, le fait que ce soit discriminatoire. Voilà. Oui. Du coup, j'ai envie de rebondir aussi, mais juste dans le rapport de Magda Boutros et Aline Deyer, il y a une chose qui est vraiment tout à fait frappante, qui est que elle travaille, je crois que c'est sur c'est la police parisienne. Alors, est-ce que c'est tout le logiciel de toute la police ou seulement le quartier du 12e où elles ont travaillé? Mais il y a dans les cases informatiques qu'utilise le logiciel de la police pour le maintien de l'ordre, il y a une catégorie indésirable. D'accord? Donc, voilà, c'est quand même un élément quand on s'interroge sur discrimination, verbalisation, etc. Ce n'est pas que les jeunes. Oui. Mais voilà, enfin, je crois que c'est les mots ont un sens, quoi. Voilà. C'est les pauvres aussi. Voilà, donc nous allons aborder le deuxième temps avec le témoignage, j'allais dire l'audition, mais c'est plutôt le témoignage de monsieur Younes Jedi, qui a été victime de l'objet de l'assignation à résidence pendant l'état d'urgence. Nathalie, sur ces notes blanches, effectivement, qui étaient centrales dans les assignations à résidence, qui deviennent tout à fait centrales dans les MICAS et dans d'autres domaines. Enfin, effectivement, oui, je crois que ça a été des espèces d'expériences, de tests, de mise à l'épreuve, de manière de faire, d'outils dont on a vu depuis
la généralisation, alors parfois pas tout à fait à l'identique, hein, mais oui, je crois qu'effectivement, je crois qu'on n'a pas fini de mesurer ce qui nous en a coûté d'avoir été gouverné sous état d'urgence pendant 2 ans, et puis 2 ans à nouveau, effectivement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Si je peux me permettre encore, Oui. il y a une loi qui est en train d'être votée, hein, la loi JO 2030, et qui étend encore, sous un autre nom, hein, il va y avoir encore un autre nom, mais ça va permettre encore plus de MICAS avec de facilitation pour les grands événements. C'est beaucoup plus simple. Comme s'il n'y avait pas déjà assez de mesures, comme on a vu donc pendant donc les Jeux Olympiques, où Paris était un camp retranché. Hein, pour une fête populaire qui devrait être les Jeux Olympiques, ben, ça a été à côté de cet objectif. Alors, On n'a même et plus là-dessus- besoin de la justification du terrorisme, là. oui. Ouais. Alors, il y a la justification, puis il y a les outils, c'est très frappant. Effectivement, l'expérience des JO, à Paris, il y avait vous vous rappelez comment ça s'appelait, le pass olympique, où il fallait, enfin, il y avait la circulation dans certaines rues, dans certains quartiers, était subordonnée à la détention d'un pass qui prouve que vous vivez là, etc. Bon. Moi, j'ai pas d'opinion sur ce que c'est que d'organiser un grand événement, etc. Mais l'outil, je trouve, de manière très intéressante, et en fait, l'héritier direct du pass vaccinal. C'est-à-dire, là, on a vraiment clairement testé quelque chose pendant l'état d'urgence sanitaire, qui est de conditionner l'accès à toute une série de lieux à la détention d'un pass. Les couvre-feux, voilà. Donc ces logiques-là, c'est quand même assez intéressant de voir quand est-ce qu'elles naissent, où est-ce qu'elles sont éprouvées, et après, effectivement, c'est toujours cette histoire de normalisation, c'est-à-dire qu'après, c'est utilisé à d'autres fins, à une autre échelle. Effectivement, je crois que c'est important. Alors, une autre question, quel rapport état d'urgence et loi séparatisme? Quel est le lien qu'on peut faire, en fait? Je crois que les états d'urgence, en particulier l'état d'urgence sécuritaire, a d'une certaine manière légitimé l'islam radical, je sais pas, comme une catégorie de l'action publique légitime, et pas seulement en matière sécuritaire, puisque précisément la loi séparatisme, bien sûr, elle a un aspect sécuritaire très important, mais elle a aussi un aspect, elle interfère, voilà, sur, je sais pas, sur l'éducation, sur la vie associative, enfin sur une pluralité d'aspects. Pardon ? Et donc dans une multiplicité de domaines. Et c'est très frappant, le 9 décembre 2020, quand Jean Castex, qui était Premier ministre, sort du Conseil des ministres où le projet de loi séparatisme a été présenté, et il dit l'ennemi, c'est l'islam radical. Et donc, enfin, c'est vraiment cette catégorie qui acquiert une centralité dans les actes administratifs et dans le discours des juges qui ont à contrôler ces actes administratifs, qui devient par la suite, alors c'est pas voilà, toutes les généalogies, enfin voilà, le droit et les politiques publiques, c'est pas des mathématiques, donc on peut pas faire une généalogie parfaite, et bien sûr il y a une antériorité de la radicalisation comme paradigme de politique publique, etc. Mais malgré tout, il y a quand même vraiment je crois un effet de légitimation très important de cette étiquette islam radical qui va permettre de déclencher une pluralité après de dispositifs et de mesures. Alors une autre question qui donc est un peu en lien, doit-on en tant que musulmans nous préparer à ce type de procédure à notre encontre dans la mesure où l'islamophobie, la montée de l'extrême droite font partie désormais du décor noir du gouvernement? Mais donc oui, c'est un peu ce que on disait tout à l'heure, hein, on a donné un corpus juridique finalement à l'extrême droite, mais qui est considérable. Hein. Ils pourront toujours dire c'est pas nous qui l'avons voté, hein, c'est des prétendus républicains. Oui, ça c'est bien sûr. C'est vrai que on a déjà beaucoup de lois. Enfin, c'est pas. Je pense que tout le monde à la Ligue en est convaincu. Je crois on a déjà beaucoup de lois, et en particulier là depuis 10-15 ans, on a une accumulation de textes législatifs dont on peut s'accommoder. Enfin, ça pose quand même une question très importante parce que, enfin voilà, ça a été certainement le cas de la Ligue lorsqu'elle est auditionnée par les parlementaires. C'est le cas aussi d'un certain nombre de chercheurs. Quand
pointe à des parlementaires qui sont en train de voter, par exemple, la loi séparatisme, que en réalité, c'est un texte très grave qui comporte des quantités de restrictions sur une quantité de liberté, de la liberté de la presse à la liberté d'association, en passant par la liberté de culte, enfin tout ce que vous voulez. La réponse, c'est toujours de dire oui, mais on fait ça vraiment pour répondre à un problème spécifique. Et le réflexe qu'ont toutes celles et ceux qui sont attachés à la défense des libertés, c'est toujours de savoir que quand on accepte une restriction pour soi-disant un problème, un groupe de population, etc., ce jour-là, le lendemain ou le jour d'après, ce texte est utilisé de manière beaucoup plus vaste. Et ça, c'est vrai que de manière très notable, mon sentiment, c'est que c'est un discours qui est inentendable aujourd'hui par de très larges segments de celles et ceux qui font l'action publique, et de sorte que ce que disait Patrick à l'instant est tout à fait juste, c'est-à-dire que si demain l'extrême droite devait arriver au pouvoir, je suis certaine qu'ils ont un programme législatif dans leur besace, mais je suis assez certaine aussi que déjà, sans changer la virgule d'un texte, ils ont déjà de quoi faire une application encore plus tous azimuts, disons, de nombreux dispositifs dont on a parlé aujourd'hui et d'autres encore, ça c'est indubitable. Alors, deux questions pour Younes, je laisserai la place après. Quelles ont été les conséquences pour sa famille et est-ce que le combat qu'il mène avec d'autres crée une communauté de lutte et qu'est-ce que ça lui apporte? Voilà, donc il faut vous installer là par contre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut contester les éléments qui sont dans la note blanche. Le juge va vérifier qu'elle soit suffisamment circonstanciée. C'est ça qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il arrive qu'il invalide une mesure prise sur le fondement d'une note blanche en indiquant que voilà, soit on a réussi à prouver que quelque chose qui y est indiqué est faux, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, ça c'est souvent en fait très très difficile pour des raisons factuelles et logiques, quoi. Soit on arrive à convaincre que en effet on n'arrive pas à prouver directement que c'est faux, mais si je sais pas, si enfin on arrive à prouver que c'est pas, il y a quelque chose qui permet de mettre en cause quoi les éléments rapportés dans la note blanche. Mais nous, ce qu'on a vu dans le contentieux, c'est que c'est vraiment extrêmement rare. Et je voudrais préciser par ailleurs que pour l'instant, bon, même si c'est extrêmement difficile, on peut contester effectivement des éléments qui sont rapportés dans une note blanche, et la condition première de pouvoir faire cela, c'est d'y avoir accès, c'est-à-dire d'avoir accès véritablement à son dossier. Ce qu'on voit apparaître désormais, c'est un autre élément qui s'appelle, un joli nom dont seuls les juristes ont le secret, le contradictoire asymétrique, et qui est le développement de circonstances dans lesquelles, pour des motifs d'intérêt supérieur, et évidemment les questions terroristes figurent en bonne place ici, certains éléments rapportés par l'administration pourraient ne pas être versés, enfin rendus accessibles à la personne concernée. Alors il se trouve que pour l'instant, le Conseil constitutionnel a rendu il y a quelques mois, je ne sais plus exactement quand, une décision invalidant ce contradictoire asymétrique, mais c'est un point de... Voilà, mais c'est un point de vigilance évidemment très important. D'abord parce que vous voyez bien aussi, vous voyez tout à l'heure je parlais des jeux de mots de Silt, et c'est important quand même cette question des mots qui sont employés, parce que contradictoire asymétrique, enfin si on veut être un petit peu clair, c'est en fait pas de contradictoire. Hein, c'est pas qu'il est asymétrique, c'est qu'il y a plus de contradictoire en fait. Donc voilà, c'est montrer aussi que voilà, déjà, par exemple, sur le terrain des notes blanches, la lutte est vraiment extrêmement difficile lorsqu'on veut essayer de la contester. Mais il faut faire attention non seulement aux questions de fond, mais aussi à ces questions procédurales qui peuvent demain venir rendre les choses encore plus complexes.
Il y a une question sur le tutoiement systématique des policiers. Peut-il être attaqué sur base légale? Alors là, il faut savoir qu'il y a un code de déontologie qui figure dans le code de la sécurité intérieure et qui précise justement que le tutoiement est interdit. Alors après, que peut-on faire? Oui, il peut y avoir une plainte auprès de l'IGPN ou l'IGGN ou auprès du défenseur des droits, qui est chargé de la déontologie. Mais bon, ça c'est en théorie. Voilà. Mais bon, il y a une possibilité juridique d'agir quand même. Alors après, pardon, oui. J'interviens aussi parce qu'on va lancer. Pour l'instant, c'est en expérimentation, mais il y a le contrôle au facial. Oui. On l'a appelé comme ça, mais en réalité, c'est sur les pratiques au moment du contrôle, parce que c'est souvent au moment du contrôle qu'il y a le tutoiement. C'est pas que, puisque ça a été dit, c'est au moment des interrogatoires, etc. Mais on va cibler ça, donc le moment du contrôle avec les palpations, les verbalisations, etc. Donc on a commencé une expérimentation sur quelques sections et on va lancer prochainement sur au point de vue national. Donc ça fait partie des choses qu'on voudrait documenter. Alors après, il y a une question sur l'apologie du terrorisme. Ces 2 dernières années se sont multipliées des accusations pour apologie de terrorisme. Comment cette situation se justifie-t-elle en droit ? Alors moi, je ne sais pas si ça a augmenté ces 2 dernières années. Pour moi, ça a augmenté depuis 2015 ou 16 que ça a été... Parce qu'en fait, pendant longtemps... 14. Parce qu'en fait, pendant longtemps, l'apologie du terrorisme, c'était un délit de presse, donc qui était prévu dans la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Et le délit de presse, comme les délits de presse sont des restrictions à la liberté d'expression, disons pour le dire vite, ont un régime juridique très strict. Et en fait, c'est une des nombreuses lois sécuritaires, mais antérieures aux états d'urgence, donc en 2014, qui a sorti l'apologie du terrorisme du régime spécial de la presse pour le mettre dans le code pénal comme infraction générale, avec du coup moins de garanties, la possibilité de comparution immédiate, etc. Et là, on a vu une explosion du nombre de poursuites et de condamnations pour apologie du terrorisme, avec des affaires très emblématiques. Et donc on a vraiment des chiffres très importants. Et donc je pense que ça s'explique, cette augmentation, elle s'explique vraiment par le fait que ça a été sorti du régime spécial de la presse. J'ai pas d'autres éléments là-dessus, mais je voudrais juste dire que par ailleurs, l'apologie du terrorisme, c'est bien sûr l'infraction, enfin l'incrimination, mais c'est aussi, là aussi, ça fait partie, me semble-t-il, d'une des catégories sécuritaire, enfin de restriction aux libertés, qui a été considérablement légitimée là aussi, justement par cette coïncidence dans le temps entre le fait que c'est devenu une infraction normale et qu'il y a eu les états d'urgence, de sorte qu'on le retrouve dans d'autres champs. Et si on regarde par exemple la pratique des dissolutions administratives d'associations, comme vous le savez, les dissolutions administratives d'associations, elles peuvent également être, un des motifs de dissolution, c'est lorsqu'il est reproché à l'association de provoquer à la discrimination, la haine ou la violence. Pardon, c'est pas ça que je veux dire, c'est l'autre fondement, c'est le fondement c'est lié. Il y a aussi un fondement de provocation à des actes de terrorisme. Et ce qu'on voit dans le corpus des décrets de dissolution, c'est que c'est pas rare que l'apologie du terrorisme soit en fait ce qui est reproché aux associations, comme discours qui est à cheval entre provocation à la haine et la discrimination et le motif terrorisme. Et donc c'est aussi intéressant de voir que, bien sûr, il y a cette question très légitime de l'explosion du nombre de poursuites et de condamnations sur le fondement de l'apologie du terrorisme, mais là encore, c'est une catégorie qu'on voit circuler aussi dans d'autres domaines, y compris en dehors du pénal stricto sensu. Alors, une autre question. Dans l'affaire de M. Gédy, peut-on impliquer l'État pour faute lourde? C'est-à-dire donc cette assignation à résidence, mais voilà, donc fondée sur des éléments qui étaient faux au départ. Voilà, il faut. Oui, c'est pas évident, oui. Il y a que les différents dossiers qui peuvent le dire, et puis alors l'engagement de responsabilité de la justice pour faute lourde, c'est pas simple. Toutes ces restrictions ne sont-elles pas une volonté de mettre en place
le crédit social comme en Chine. Alors, voilà, notamment au sujet, voilà, le sujet des caméras intelligentes durant les JO de 2024. Alors le crédit social, non, tout ce qu'on peut dire des JO, c'est qu'effectivement là, on a eu l'excès absolu. Hein. Toutes ces mesures, il y a eu des enquêtes administratives qui concernaient les Parisiens, pratiquement 1 million de personnes qui ont été concernées. Et c'était donc même au-delà du texte qui prévoyait ces enquêtes administratives, parce que c'était pour les personnes qui avaient accès à des installations. Et là, on a considéré que le fait d'être résident près des installations, mais pas qu'on accède aux installations, eh ben, c'était tout à fait possible. Et le Conseil d'État a validé. Sauf qu'il a admis une petite restriction sur après la suite qui pouvait se passer, parce qu'on pouvait quand même pas interdire aux gens de rentrer chez eux. Donc, le Conseil d'État estimait qu'à ce moment-là, on entrait dans les MICAS dont on parlait tout à l'heure. S'il y avait lieu, il fallait prononcer à ce moment-là, entrer dans ce cadre-là. Il ne pouvait pas, du simple fait de cette loi JO, interdire l'accès à leur résidence aux gens qui étaient soumis à ces enquêtes. Mais il y a eu tout le reste, les drones, les perquisitions administratives, enfin tout un ensemble de mesures qui ont fait que pour une fête populaire, ça a été gâché. Ça a été gâché. Alors tout le monde était content, enfin au plus haut niveau, que les JO avaient réussi, mais à quel prix? Vous vous rendez compte sur le plan sécuritaire ce qui s'est passé? Alors d'autres. Je dirais que peut-être à partir du moment où les politiques publiques ne prennent pas en compte les droits et les libertés fondamentales comme prisme premier, à partir de là, si c'est seulement l'idéal sécuritaire qui prédomine, c'est pour votre sécurité, mais alors la fin justifie tout. Et au final, on n'aura jamais assez de mesures de surveillance, puisqu'on voit bien qu'en Chine, ça ne cesse de croître. Donc, on n'aura jamais assez de mesures de surveillance. Mais la question, c'est est-ce qu'on veut être en démocratie ou pas? Exactement. Alors, d'autres questions en ligne ou ici? Oui, on a encore... Sur la loi sur le séparatisme, moi j'ai fait un petit travail modeste, c'était pour un édito, bon c'était 10 pages, et j'ai épluché tous les débats parlementaires, en fait, et c'était vraiment pour une revue, c'était 10 pages dans la revue avec laquelle je suis avec Martine Cohen. Alors, constat, d'abord des ministres qui arrivaient les mains dans les poches, aucun diagnostic sociologique sur ce qu'était le séparatisme. Ça a d'ailleurs été signalé par des députés de gauche, je pense que c'était Monsieur Vallaud qui disait, ou je sais pas si c'était Vallaud, en tout cas qui disait en gros, mais Monsieur le ministre, faites-nous un constat. Bon. Donc déjà, un amateurisme manifeste des ministres du gouvernement pour qu'est-ce qui relève du séparatisme ou pas. Donc ça, c'est inquiétant. Bon. La deuxième chose qui était plus inquiétante cette fois, c'est que bon, il y a eu des débats contradictoires sur les modalités d'application, sur les espaces dans lesquels ça va s'appliquer. Mais ce qui était inquiétant, sauf exception, c'était qu'il y avait quand même un consensus sur le diagnostic. C'est-à-dire, il n'y avait pas de consensus sur le traitement, de dire oui, il y a vraiment des écosystèmes islamistes, oui, il y a vraiment un danger séparatiste. Et j'avais été surpris que même à gauche, pourtant les plus critiques sur la loi, en arrivaient à dire bon, c'est vrai qu'il y a du séparatisme islamiste, c'est vrai qu'il y a des écosystèmes, mais voilà. Donc vous voyez, donc c'était c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même des consensus politiques avec malgré tout des débats contradictoires sur les modes d'application. Donc, et pour moi, le consensus, en tant que sociologue, ça me fait plus peur. Pour la question, ça a à voir avec le débat, mais de manière plus sociologique. L'expérience que j'ai eue, je devrais pas le dire en principe, mais avec les condamnés pour terrorisme, ce que j'ai pu constater, alors je n'ai pas cherché à connaître leur curriculum, il y avait des condamnations très fortes pour des implications des attentats récents, mais ils étaient complètement déconnectés de mon travail de sociologue sur l'islam de France. Ils n'avaient rien à voir avec les mosquées et les lieux de culte. C'est-à-dire que j'avais affaire à des gens que je n'aurais jamais rencontrés dans mon travail sur l'islam de France. Donc ça veut dire que tous ces gens qui ont été assignés, poursuivis, surveillés, sont en décalage total avec les terroristes. C'est-à-dire, et ça revient à ma réflexion que j'ai mal expliquée tout à l'heure, et
je disais que le terrorisme est un problème sécuritaire. C'est-à-dire essentiellement. Et du coup, je me trouve face à des gens qui ont absolument rien à voir avec les populations musulmanes, y compris les plus fondamentalistes sur le plan religieux. Et là, je crois que c'est quand même grave. Et moi, je le pose souvent face aux acteurs sécuritaires, puisque il m'est arrivé d'intervenir des policiers et des hauts cadres du ministère de l'Intérieur. Mais on vous fait perdre du temps. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui mettre en procès l'État français pour ne pas agir sécuritairement sur les vrais terroristes, pendant qu'ils nous font toutes les assignations, toutes les poursuites d'imams, de présidents d'associations. Eh bien, on fait pas le boulot sécuritaire. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez pu trouver que c'était un peu démagogue de ma part ou démagogique de ma part, mais je pense que les acteurs aujourd'hui. Alors là où j'ai une petite différence, bon, ça c'est parce que je suis enfant d'officier. Je pense qu'il faut jamais oublier que les policiers agissent sur ordre. Ne jamais oublier que les policiers sont des exécutants. Je dis pas qu'il n'y ait pas de bavure, bien sûr, mais que ce qui arrive à la France et à la dérive policière, c'est les politiques qui ont une responsabilité. Il faut jamais oublier que la responsabilité politique, et bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence policière, ça ne veut pas dire qu'il y a une mauvaise formation, ça ne veut pas dire qu'il y a une surinterprétation, mais ne jamais oublier qu'en dernier ressort, y compris dans le maintien de l'ordre, lorsqu'on vous fonce dessus, c'est parce qu'il y a un ordre qui vient d'en haut. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Merci. Dernière intervention, Daniel Boitier, mais tu es obligé de venir là aussi au micro. Bon, je remercie Enad Vogez qui a accepté de venir aujourd'hui, mais qui a accepté aussi de venir à notre UA laïcité. Merci. Moi, je voulais faire une remarque en termes d'histoire de la Ligue. Et parce que je réfléchis forcément par rapport à la laïcité, à ce qui se passe en 1905 et le contexte. Tout à l'heure, c'était une question de contexte que j'évoquais à propos de la loi séparatisme et de ce sécuritarisme. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas de fatalisme à ce que les hommes politiques traduisent une situation extrêmement tendue en loi antilibérale. Je me reporte aux lois dites scélérates de 93-94, loi scélérate qui portent sur des choses quand même qui ne sont pas anodines, puisque nous avons un président de la République qui a été assassiné et nous avons une bombe à l'Assemblée nationale. Eh bien, c'est un aspect que j'aime beaucoup à la Ligue, c'est de rappeler les positions de notre deuxième président, Depré Sensé. Et Depré Sensé publie un texte formidable que vous pouvez encore lire, qui s'appelle « Notre loi des suspects ». Et je pense qu'aujourd'hui, il nous faut aller relire Depré Sensé. Bon, d'ailleurs, quand on lit le premier paragraphe, on est complètement surpris parce qu'on a l'impression qu'il parle de nous. Notre loi des suspects a été republiée récemment. Voilà. Merci. Je voulais évoquer, puisque notre historien de la Ligue n'était pas là, j'ai assumé la position d'historien de la Ligue, plutôt de la laïcité. Et je vous donne tous rendez-vous à l'UA laïcité bientôt. Alors merci Daniel. Alors pardon, Université d'Automne, c'est une sale habitude que nous avons de dire comme ça. Merci. Sur l'ère des suspects, le défenseur des droits l'avait dit, oui. Jacques Toubon avait dit, nous entrons dans l'ère des suspects. Ce qui est tout à fait le cas quand on lit le texte que j'ai lu tout à l'heure sur l'assignation à résidence. Voilà, donc nous avons terminé cette table ronde. Il me reste à remercier, mais vraiment vivement, Stéphanie et Ned Vaucher, ainsi que Younes Jedi, ainsi que vous toutes et tous qui avez participé activement à nos débats, et bien entendu, celles et ceux qui sont en visio.